Bonjour, les Chevaux du Sud aujourd'hui au Salon du Cheval vous emmènent en voyage. On va partir au tour du monde avec notre invité Stéphane Bigot. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors quand on vous présente, on a l'habitude de vous avoir maintenant sur le festival avec nous et on a tendance à vous présenter comme l'homme qui est parmi ceux qui ont fait le plus grand nombre de kilomètres à cheval à travers le monde. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, à part que je suis peut-être pas tout seul, parce que par exemple, mon ami Émile Braget, il a aussi fait peut-être plus de kilomètres que moi, mais en gros, effectivement, on est dans les têtes de liste, disons, au niveau du kilométrage. Oui. Alors voyageur au long cours, c'est quoi un voyageur au long cours? Un cavalier au long cours, c'est un voyageur justement qui voyage à cheval et qui d'abord quitte son pays. Ensuite, il a une éthique qui fait que l'équipe de chevaux avec laquelle il va partir, eh bien, il va arriver avec cette équipe de chevaux. Et par conséquent, il ne change pas en cours de route parce que le cheval est fatigué. Donc, il est responsable de la vie et de la santé de ses animaux. Et il met sa fierté justement à ce qu'il soit toujours en bonne santé jusqu'au bout du voyage. C'est aussi le fait qu'on voyage sans assistance. Et donc on se débrouille par soi-même. C'est aussi, donc on est complètement autonome. On est autonome aussi bien dans l'élaboration du projet lui-même que de sa constitution, etc. C'est ce qui fait d'ailleurs notre différence avec les anciens voyageurs du temps jadis, où ils avaient une infrastructure assez importante et des aides, etc., qui les guidaient, qui réunissaient par exemple les animaux de pas pour transporter leurs bagages, qui organisaient le camp, etc. Nous, on fait tout nous-mêmes. Voilà, on est complètement autonome. Et moi, par exemple, je voyage dans le cadre d'une année sabbatique, puisque j'ai commencé comme ça. Et à partir de là, donc j'ai toujours fait des voyages qui duraient une année. Une année, ça me semble un cycle de temps qui est intéressant, parce qu'on voit les 4 saisons dans les pays où il y a 4 saisons. Et c'est un cycle de temps qui me convient. Et comme on fait à peu près, voilà, en gros, ça permet de faire des distances de 7 mettons, entre 7000 et 8000 km. Voilà, donc ça fait des voyages où on peut parcourir des continents entiers ou des moitiés de continents. Et à partir de ce moment-là, donc complètement s'immerger dans la géographie des lieux. Par exemple, je peux vous décrire, vous voyez, le plateau anatolien, ensuite la descente dans les vallées de l'Irak, ensuite la remontée sur les plateaux d'Iran, ensuite la légère montée vers l'Hindoukouche et l'Himalaya en Afghanistan. Voilà, pour moi, c'est un continuum d'espace, un tapis qui se déroule sous les sabots de mes chevaux. Il y a ça, donc il y a aussi l'immersion chez les gens. Alors évidemment, à cheval, on est dans les villages et on est dans des endroits où les gens, c'est pas du tout touristique. Et les gens ne parlent pas l'anglais, donc il faut que je me constitue un vocabulaire de telle manière à pouvoir me faire comprendre, ne serait-ce que pour dire que mes chevaux sont fatigués, qu'on a besoin de trouver un endroit pour eux pour le soir. L'avantage des chevaux d'ailleurs, c'est qu'on ne demande rien pour soi, on demande pour le cheval, pour les chevaux, pour l'équipe de chevaux qu'on a. Et à partir du moment où dans le village, il y a des gens qui sont des éleveurs, et ils ont tous quelque part des animaux, que ce soit des chèvres, des poules ou des chameaux, eh bien finalement ils comprennent très bien la préoccupation qu'on peut avoir du bien-être et puis du fait que les chevaux doivent se reposer, doivent bien manger. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça crée un contact qui est complètement différent et qui est très naturel. Et donc on n'est plus du tout vu à travers, comment dirais-je, on n'est plus du tout vu comme touriste ou comme étranger. On est d'abord vu comme quelqu'un qui est responsable de ses animaux et qui cherche à s'en occuper. Et à partir de là, donc voilà, ça crée l'échange. Et en plus de ça, les personnes qui vous reçoivent, ce sont des gens qui finalement vous reçoivent chez eux. Donc il y a une certaine sécurité aussi parce qu'on est sous la protection de quelqu'un. Puis même si tout le village vient pour voir la tête qu'on a, et bien finalement, voilà, ce sont des échanges qui sont très riches et moi qui me plaisent beaucoup. Alors évidemment, dans un voyage à cheval, il y a aussi la relation avec les chevaux, ça c'est fondamental. Et c'est même la beauté du voyage. Et on acquiert au fur et à mesure
des kilomètres, on acquiert d'abord une relation très étroite avec les chevaux. Et finalement, on est une même famille où le cavalier, enfin moi personnellement, je suis le membre alpha, c'est-à-dire j'emmène mes chevaux de pâturage en pâturage et de point d'eau en point d'eau. Finalement, pour eux, c'est comme ça. Des chevaux que vous ne connaissez pas à la base, vous les prenez sur place. Vous arrivez, la première chose, c'est de trouver les animaux déjà. Alors c'est ça qui m'intéresse aussi dans le voyage à cheval, c'est que à partir du moment, si je veux, par exemple, je veux voyager dans le Moyen-Orient, ou si je veux voyager en Afrique, ou si je veux voyager, comment dirais-je, en Chine, il faut d'abord que je trouve les chevaux. Alors, le fait de prendre les chevaux sur place, premièrement, ça fait que les chevaux ils vont être habitués à la nourriture, au climat, etc., aux moustiques, aux microbes, tout ça. Donc je vais trouver des chevaux qui sont adaptés au voyage que je vais faire. Et deuxièmement, ça me permet, moi aussi, de connaître les races locales et de sortir un peu des chevaux qu'on a l'habitude de voir en France ou ailleurs. Et à partir de ce moment-là, donc on crée une relation familiale parce que bon, tous les problèmes qui se posent, c'est dans les 15 premiers jours, quoi. Alors, par exemple, l'animal de bas, qui souvent c'est une mule, enfin vous verrez que dans certains voyages c'est des chameaux, mais quand je prends une mule comme animal de bas, bon, il faut d'abord l'entraîner à voir si elle accepte les bagages, et puis donc faire une certaine éducation. Pour les chevaux, c'est pareil aussi, bien qu'à première vue, j'achète des chevaux qui sont déjà débourrés, parce que je n'ai pas le temps de faire ce travail-là. Et donc, à partir de ce moment-là, on part, et puis on fait une vraie famille, et puis il arrive toujours des tas d'histoires, des anecdotes que je raconte dans mes livres, évidemment. Il y a des affections, etc. Dans le dernier voyage que j'ai fait en Chine, il y avait un groupe de chameaux, puis un groupe de chevaux. Alors les chevaux et les chameaux, ça s'entend pas forcément bien. Donc il a fallu faire une phase d'adaptation. Je les ai mis dans un même corral, séparés par une barrière, donc pour qu'ils se voient et pour qu'ils se reniflent. En fait, la barrière, c'était la mangeoire. Donc ils mangeaient dans la même mangeoire, mais chacun de part et d'autre de la mangeoire. Petit à petit, comme ça, les habitudes se sont prises, parce qu'il fallait que, dès les premiers pas, celui qui menait les chameaux, il les avait en longe et il était sur son cheval. Donc il fallait que les chevaux et les chameaux... Il faut que tout ce petit monde fonctionne ensemble. En plus, tous ces voyages sont faits en famille, c'est ça. C'est pas du tout avec des équipiers voyageurs, c'est souvent seul ou en famille. Alors, les premiers voyages que j'ai faits, c'est seul. Et après ça, j'ai fait 2 voyages avec une équipière, qui était mes compagnes de l'époque d'ailleurs. Et puis, le dernier voyage, j'ai proposé à mes fils en particulier de se joindre à mon voyage parce que je savais que c'était le dernier, que s'ils voulaient profiter de l'aventure, il fallait qu'ils ne tardent pas trop. Alors du coup, ça c'était le voyage en Chine. Du coup, j'ai mon fils qui est photographe, mon fils aîné qui est photographe et qui était cadreur aussi à l'époque, qui est venu pour faire un film. C'est la Caravane Céleste dont éventuellement on va voir des extraits tout à l'heure. Et puis, après ça, c'est mon second fils qui est venu prendre le relais de s'asseoir sur la selle de mon fils aîné. Et donc, il a fait 2 mois avec moi aussi. D'accord. Justement, avant de continuer cette discussion, on va rentrer dans l'univers du voyage en regardant un extrait du film La Caravane Céleste. Je peux même vous la commenter si vous voulez. Mais voilà, vous voyez, on est dans les Tien Shan, c'est-à-dire les monts célestes qui sont en face de l'Himalaya et sont des vallées d'altitude, 3000 mètres d'altitude à peu près en gros. Et là ne vivent que des yaks, que des moutons et que des chevaux. C'est des troupeaux immenses qui sont... voilà. Il y a aussi des routes de terre, mais nous on était plutôt évidemment dans les prairies. Ce sont des animaux qui sont assez étranges, ces yaks. Et là, les chevaux que j'ai, vous voyez, ce sont des chevaux kirghizes. Et les chameaux, ce sont des chameaux à 2 bottes, des chameaux de Patriane que j'ai trouvés aux abattoirs de Urumqi. Je leur ai sauvé la vie, ceux-là. Parce que si je n'avais pas été là, ils seraient déjà morts. Et maintenant, ils sont d'ailleurs au Pakistan. Et vous voyez, quand on est une équipe donc, de 3 chevaux, il y a mon fils, moi, et enfin, là, ici, le 3e larron, c'est un Ouïghour qui vient nous rendre visite. Et mon fils est en train de filmer, mais normalement, voilà, on est configuration 3 chevaux, 3 cavaliers et 2 chameaux pour les... Alors j'ai pris 2 chameaux d'ailleurs parce que
je voulais que les chameaux ils aient une vie de famille aussi, une vie sociale. Voilà, et le soir, on arrive, voilà, c'est une ferme d'ailleurs qui est installée par les Chinois dans ces vallées d'altitude. Et puis, donc on discute pour savoir si, voilà, parce qu'on désire passer la nuit ici. Voilà, et finalement, ils vont nous recevoir, ils vont nous donner une chambre. On va chercher un endroit pour les chameaux. On va évidemment, ce qu'il faut, c'est les nourrir. Là-dessus, ils plaisantent, voilà, ils font semblant de s'égorger. Et ça rigole bien. Enfin, ce sont des pays qui sont rudes, mais où on trouve un accueil. Les gens, c'est toujours la même chose. Les gens sont sympas, quoi. Lui, il est sur sa moto. Voilà, c'est le. Oui, les selles qu'on trouve là-bas sont des selles qui sont richement cornées. Alors évidemment, ce sont des selles qui sont assez hautes sur le cheval. Et donc, ce ne sont pas trop des selles qui correspondent à... Et en particulier, je fais remarquer que la sous-gorge est complètement serrée, beaucoup trop serrée, ce qui étrangle le cheval. Et c'est assez curieux de voir que chez ces peuples cavaliers, finalement, le cheval, c'est un moyen, c'est une utilisation, c'est un outil de travail. C'est pas du tout un être qu'on prend en considération. Et moi, j'ai été très étonné au cours de mes voyages de constater qu'aussi bien, aussi bien en Chine que chez les gauchos, voilà, on trouve des comportements qui sont un peu surprenants. Donc les voyages, 1 an à chaque fois, des milliers de kilomètres parcourus, un livre à chaque fois, pratiquement un par continent sur les différents voyages. S'il fallait ressortir maintenant, après toutes ces années, toutes ces expériences, une philosophie du voyage à cheval, ça serait quoi ? Une philosophie du voyage à cheval, d'abord, ce qui marque, c'est, comment dirais-je, la manière dont se déroule le temps. Voilà. Et je pense qu'un voyage à cheval, il y a une... Voilà, le temps qui est speedé, on est toujours en train de courir après dans nos sociétés. Eh bien, quand on est à cheval, le temps, il ralentit et il se déroule au rythme du pas des chevaux. Et donc, à partir de ce moment-là, le prochain village qui se trouve à 30 km de là, c'est-à-dire finalement à la fin de la journée, on n'a pas à s'en préoccuper et du coup, on est l'esprit libre pour s'occuper des choses qui sont essentielles. Donc au niveau de la philosophie du voyage, voilà, il y a une espèce de retour à une vie simple, une vie tranquille, une vie apaisée. Et puis aussi, c'est aussi un voyage dans le temps, parce que quand on voyage dans les pays qui sont en voie de développement, ou des pays qui sont dans un développement un peu réduit, comme par exemple dans le Xinjiang chinois, on va retrouver des méthodes d'agriculture ancestrales, celles qu'on avait nous au Moyen-Âge, ou qu'on avait au début, voilà, c'est des tractions animales avec les chevaux, c'est des chariots, c'est des meules de foin, c'est des battages sur des aires de battage, voilà, qui ont toujours d'ailleurs un caractère sacré. Hein, et donc on est aussi dans un voyage dans le temps, et ça c'est donc un double intérêt. Et puis bien sûr, on fait aussi un voyage par rapport à soi-même, c'est-à-dire qu'il faut faire une rupture par rapport à sa vie ordinaire. Donc il faut s'engager dans un mode de vie qui est complètement nouveau, un mode de vie nomade. On ne sait pas du tout si on va être capable si on est prêt à ce genre de choses. Moi, c'était la grande question que je me posais. Est-ce que j'étais capable de faire un voyage de 1000 km, de 1 an, à cheval, tout seul, et est-ce que j'étais capable de résister, quoi ? Parce qu'on ne rencontre pas beaucoup de monde, on est seul avec soi-même, on est seul avec ses chevaux. Et puis quand on a 40 ans, bon forcément, parce que c'est là où j'ai commencé à voyager, c'est là où on commence aussi à gamberger sur sa vie, hein, sur soi-même. Donc on prend les options pour l'avenir. Donc voilà, ça remet les choses en question, ça remet beaucoup de choses en question, un voyage à cheval, au long cours. Alors en fait, il y a eu plusieurs vies à travers tout ça. Et le Stéphane Bigot d'aujourd'hui, il est devenu enseignant, instructeur.
Est-ce que toutes ces techniques que vous avez pu observer à travers les voyages dans différents pays et tout vous ont servi à mettre au point cette méthode de l'équitation de légèreté que vous enseignez aujourd'hui? Alors, de ce point de vue-là, d'abord, il faut dire que si j'ai changé de vie, enfin, si je suis devenu éducateur de chevaux, c'est dans une suite logique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'intéresse au cheval, je me suis aperçu, donc à travers mes voyages, alors moi j'ai commencé l'équitation assez tard, et donc j'ai passé mes degrés d'équitation voilà, quand j'avais la trentaine. Et puis après ça, ce qui m'intéressait, c'était le saut d'obstacle, d'ailleurs, et puis par conséquent, j'ai arrêté quand on m'a dit qu'il fallait acheter des chevaux, etc., très cher, et j'avais pas l'argent pour ça. Et quand je me suis mis à voyager à cheval, je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait deux aspects que le cheval remplissait. C'était le côté cavalier. À cheval, donc il faut être cavalier. Et il y a un côté aussi homme de cheval. Voilà, il y a un premier volet cavalier à développer. Deuxième volet homme de cheval, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable d'assumer la responsabilité et la vie de l'animal. Un homme de cheval, d'ailleurs, n'est pas forcément cavalier. Et il y a un troisième volet qui, pour moi, est indispensable, qui s'avérait comme important. C'était justement de pratiquer son éducation. Parce que c'est à ce moment-là qu'on rentre dans le psychisme de l'animal et qu'on a une vraie relation plus étroite et plus, comment dirais-je, plus en profondeur que la relation qu'on peut avoir avec des chevaux de voyage. Et c'est pour ça que je me suis orienté vers cette éducation, justement, parce que c'était un domaine pour moi à découvrir. Et puis, bon, j'avais passé mon monitorat d'équitation. Du coup, moi, je fais partie de l'équitation classique. Et dans l'équitation classique, il y a en particulier l'équitation de légèreté à la française, celle qui a obtenu d'ailleurs un label de l'UNESCO comme patrimoine mondial. Patrimoine mondial. Et puis à côté de ça, quand je suis revenu aussi et que j'ai commencé à m'intéresser à la question, bon, je me souviens les salons du cheval des années 96-97, il y avait des démonstrations des nouveaux maîtres qui étaient tout à fait spectaculaires. Et moi qui sortais de mes voyages avec justement où on parcourt des grands espaces avec une équipe de chevaux et une famille de chevaux, pour moi ça m'a tout de suite séduit en disant c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. Donc je me suis lancé dans l'éducation du cheval, d'abord à la manière des chuchoteurs américains. J'ai fait des stages avec Pat Parelli, après ça avec Elisabeth de Corbigny, etc. Et puis je travaillais tous les chevaux qui me tombaient sous la main. Et puis, à côté de ça, comme un jour, j'ai lu un bouquin d'équitation classique. Pour ne pas vous le nommer, c'est l'équitation de légèreté de Jean-Claude Racinet, décédé depuis, malheureusement. Et je me suis aperçu que la philosophie de l'équitation de légèreté classique, c'était exactement la même philosophie que l'équitation éthologique, l'équitation qu'on appelle éthologique, et qui est donc l'équitation des chuchoteurs, l'équitation comportementale. Et donc, je me suis dit que moi, j'avais un pied dans chaque camp, et par conséquent, j'étais bien, comment dirais-je, placé pour faire la fusion entre ces deux équitations. Et je pense que l'apport de l'équitation éthologique à l'équitation classique, c'est premièrement l'importance de la relation avec le cheval, et deuxièmement, l'importance du travail à pied. Ça a réhabilité complètement le travail à pied. Et à partir de ce moment-là, dans le travail monté, moi j'ai mis au point certains exercices, comme des exercices au collier d'encolure, qui apprennent au cheval à bien s'équilibrer, qui est la base de l'équitation classique. Et après ça, donc, on passe au placé, par exemple, ce qui est pour donner au cheval l'équilibre de l'équitation classique. Et à partir de ce moment-là, donc, on éduque le cheval, mais en fusionnant les deux méthodes. Et évidemment, dans ce que je savais, il y avait des choses que j'ai apprises dans les pays que j'ai traversés. J'ai appris des choses, par exemple, je peux vous citer... oui, je pratique la longe de thorax. La longe de thorax, c'est une longe qui entoure le thorax, qui a un nœud coulant, et voilà, que je fais avec un mousqueton d'escalade. Et puis, en tirant sur la corde devant le cheval, il apprend comme ça à ce que quand on lui serre le thorax, il doit avancer. Vous voyez, c'est ma première leçon de jambe, par exemple, avec un cheval que je débourre. Et ce n'est pas une méthode classique. La leçon de jambe classique, elle ne passe pas par là. Alors que c'est une étape, disons, qui apprend vraiment au cheval à avancer quand il y a quelque chose qui lui serre le thorax. Et c'est une excellente méthode. Moi, je l'avais apprise au Kenya,
d'un cow-boy américain qui était venu faire de l'aide humanitaire au Kenya et puis qui avait des tas d'idées pour les aider à faire de l'agriculture et tout ça. Et j'avais un cheval qui, à la suite d'une peur qu'il avait eue, il avait tiré au renard. Il m'a dit, voilà, tu lui mets une longe de thorax, tu la relis à travers un anneau coulissant à la longe de... Et puis, voilà, tu le laisses faire et tu t'apercevras que quand il tire sur sa tête évidemment, mais il tire aussi sur la longe de thorax qui va lui serrer les jambes et tu vas voir qu'il va faire un bond en avant. Effectivement, c'est dans mon bouquin d'ailleurs où je traite des conflits et solutions. Eh bien, la manière d'éduquer un cheval à ne pas tirer au renard, c'est une manière souveraine qui a toujours marché à chaque fois que je l'ai employée. Donc une méthode découverte en Afrique par un instructeur américain et qui aujourd'hui est enseignée en France. Exactement. Donc si on veut en savoir un peu plus sur toutes ces méthodes, bien évidemment, il y a le livre qui en est à son 2e volume, je crois. C'est la 2e édition parce que la première édition, c'était la méthode elle-même. C'est une méthode... au début, moi, je l'avais appelée d'ailleurs l'école primaire du cheval pour bien montrer que voilà, c'était à partir du débourrage jusqu'à toute la basse école. Et donc exclut la haute école. Et avec mon éditeur, on a convenu que, en ce qui concerne la 2e édition, j'allais rajouter une partie importante qui n'est pas souvent traitée par les auteurs, c'est les conflits et les solutions qu'on peut rencontrer avec les chevaux. Et donc ça fait 100 pages de plus au bouquin. Et puis aussi, j'ai rajouté un autre titre qui est comment préparer son cheval pour le trek. Parce que le trek, bon, tout le monde connaît, tout le monde sait que ce sont des épreuves qui sont très intéressantes, c'est l'équitation d'extérieur, mais personne ne sait comment éduquer son cheval justement pour passer les épreuves en question. Et par conséquent, voilà, j'ai un titre qui traite de ces questions-là. Donc les livres de voyage, la méthode d'équitation, et concrètement, on peut aussi venir en stage avec vous et apprendre toutes ces techniques à travers des cours que vous donnez. C'est ça. Alors j'ai un site qui est stéphanebigot.com sur lequel j'ai, j'ai des stages, enfin un chapitre stages et conférences, et j'ai des événements donc 2015 qui vont dire quels sont mes programmes de stage. Alors soit que je les organise chez moi à Cré, dans la région de Cré, dans la Drôme, soit c'est la méthode habituelle, c'est moi qui me déplace à la demande. Et pour les cavaliers, c'est plus intéressant parce que du coup, ils n'ont pas à se déplacer, ils n'ont pas à déplacer leurs chevaux, ils n'ont pas à trouver un hébergement sur place. Ça leur revient beaucoup moins cher. Et c'est une solution qui est bien parce qu'en plus de ça, moi, ça me permet de découvrir la France. Ça m'intéresse beaucoup. Et voilà. Et à côté de ça, j'organise aussi de temps en temps des randonnées. Voilà, parce que je suis voyageur à cheval, donc à première vue, je reviens à mes premières amours à travers des randonnées que j'organise. Et la région dans laquelle je suis, c'est absolument superbe. Histoire de ne pas s'ennuyer, quoi. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces infos. On va libérer le plateau et on va continuer la discussion, si vous le voulez, avec nos amis sur un stand juste derrière, le stand du magazine Randonnée à cheval, où Stéphane va nous rejoindre pour éventuellement dédicacer ses livres et continuer la discussion avec vous. Merci beaucoup.